15 heures, mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Le président de la République a procédé aujourd'hui à la publication officielle de la nouvelle liste des membres du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Abdellah Ouaes, a rendu publique cette liste. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, Son Excellence, Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, chef du gouvernement, a procédé à la signature du décret portant nomination des membres du gouvernement. Article 1. Le gouvernement est composé comme suit. Monsieur Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre. Monsieur Ali Hassan Badan, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'Économie, des Finances, chargé de l'Industrie. Monsieur Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Monsieur Hassan Omar Burhan, ministre de la Défense. Monsieur Omar Abdi Saïd, ministre de l'Intérieur. Monsieur Isman Ibrahim Roble, ministre du Budget. Madame Mouna Ousmane Aden, ministre de la Santé. Monsieur Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Docteur Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Hanna Farah Assoui, ministre de la Femme et de la Famille. Monsieur Radouane Abdillahi Badan, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques. Monsieur Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement. Monsieur Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf. Madame Ouloufa Ismail Abdou, ministre des Affaires sociales et des solidarités. Monsieur Jama Mohamed Hassan, ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles. Monsieur Younis Ali Guedi, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. Monsieur Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Madame Amina Abdi Aden, ministre de la Ville et de l'Urbanisme. Monsieur Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Monsieur Orbis Helaf Orbis, ministre du Commerce et du Tourisme. Madame Fardoussa Moussa Ege, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Omar Hussein Omar, ministre délégué chargé de la décentralisation. Madame Safia Mohamed Ali Gadile, ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Madame Mariam Hamadou Ali, ministre délégué chargé des investissements et du développement du secteur privé. Madame Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargé des sports. Article 2. Le présent décret est immédiatement exécutoire avant publication au journal officiel de la République de Djibouti. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était donc la déclaration du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdellah. Et dans le cadre du récent remaniement gouvernemental, 11 ministres ont donc conservé leur portefeuille, tandis que les autres ont été redéployés vers d'autres ministères dans une logique de réorganisation et de réajustement des responsabilités au sein de l'équipe gouvernementale. Dans l'actualité également, digitalisation des services et renforcement du contrôle des finances publiques. Derrière ces termes techniques se dessine une ambition simple et essentielle, rendre l'État plus efficace, plus transparent et plus proche de ses citoyens. Voici un magazine de la rédaction.
À Djibouti, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle est en train de s'écrire, la réforme pour la gouvernance. Derrière ce terme parfois technique se cache une ambition simple, mais essentielle. Rendre l'État plus efficace, plus transparent et plus proche de ses citoyens. Car la gouvernance, ce n'est pas seulement une affaire de loi ou de règlement. C'est la manière dont l'État gère ses ressources, prend ses décisions et surtout sert sa population. Dans un pays comme le nôtre, au carrefour des routes maritimes et commerciales, cette réforme n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour accompagner le développement et garantir la stabilité. Concrètement, la réforme touche à plusieurs domaines clés. D'abord, l'administration. Trop souvent perçue comme lourde et lente, elle doit désormais se transformer. Grâce à la digitalisation, les services publics deviennent accessibles en ligne. Demander un document, obtenir un papier officiel, suivre une procédure. Autant de démarches simplifiées qui doivent changer le quotidien des citoyens. Ensuite, la gestion des finances publiques. Chaque franc de l'État doit être compté, tracé, contrôlé. L'objectif est clair, réduire les gaspillages, orienter les ressources vers les véritables priorités et faire en sorte que l'argent public profite directement à la population. Écoles, santé, infrastructures, autant de secteurs où la bonne gouvernance devient un levier de progrès concret. Mais cette réforme va plus loin. Elle s'attaque aussi à l'un des défis majeurs de toutes les sociétés, la corruption et les passe-droits. Ici, le message est fort. Les règles doivent être les mêmes pour tous. La transparence et l'intégrité ne sont pas des slogans, mais les fondations sur lesquelles repose la confiance entre l'État et ses citoyens. La gouvernance, c'est aussi une culture nouvelle, celle d'un État qui rend des comptes, d'institutions qui assument leurs responsabilités et de dirigeants qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Au-delà des textes et des réformes, c'est un véritable pacte moral qui s'engage, un pacte avec les entrepreneurs qui réclament des procédures claires et rapides. La réforme pour la gouvernance de Djibouti n'est pas seulement une réforme administrative, c'est un projet de société. Un cap donné vers un État moderne où chaque décision sert l'intérêt de la nation. Dans une région traversée par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, Djibouti fait le choix de la transparence, de la rigueur et de la confiance. Un choix qui engage l'avenir, un choix qui prépare le pays à relever les défis de demain. Djibouti a accueilli aujourd'hui un atelier national de validation sur la lutte contre la pêche illicite et la préservation des ressources halieutiques. Fardous Hussein nous en dit plus. Le Palais du Peuple a abrité un important atelier national de validation consacré au renforcement de la gestion durable des ressources marines à Djibouti. Organisé dans le cadre du projet SFICH, cet atelier a réuni les principaux acteurs concernés par la préservation du milieu marin, la lutte contre la pêche illicite et l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques. Cette rencontre de 2 jours s'inscrit dans les efforts nationaux menés par l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement, de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Lors des travaux, les participants ont procédé à la validation du plan national de lutte contre la pêche illicite ainsi qu'à l'examen du rapport de l'enquête cadre de la pêche artisanale et des résultats de l'évaluation des stocks halieutiques à Djibouti. Et nous allons à présent écouter le coordinateur régional du PERSGA, Dr Mohamed Ahmed Mohamed. Il revient sur les enjeux liés à la gestion durable des ressources marines dans la région. L'atelier revêt une importance particulière puisqu'il porte sur la validation du plan national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à Djibouti, ainsi que sur l'examen du rapport de l'enquête cadre de la pêche artisanale et la présentation des premiers résultats de l'évaluation des stocks halieutiques. Mesdames et messieurs, la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden est reconnue, comme vous le savez, à l'échelle mondiale pour la richesse exceptionnelle de sa biodiversité marine et côtière. Elle abrite en effet des écosystèmes d'une grande valeur écologique, incluant des récifs coralliens résilients, des herbiers marins et des mangroves, qui jouent en effet un rôle essentiel dans le maintien des ressources halieutiques. Dans cette région, la pêche constitue un pilier fondamental pour les économies locales, contribuant directement à la sécurité alimentaire, à l'emploi et aux moyens de subsistance des communautés côtières. Cependant,
Ces ressources font face à des pressions croissantes, notamment la surexploitation, la dégradation des habitats et, de manière particulièrement préoccupante, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À cela s'ajoute un défi majeur, la disponibilité limitée de données fiables, actualisées et accessibles, qui constitue un obstacle à une gestion efficace et durable du secteur. Dans ce contexte, PERSGA, en collaboration avec la Banque mondiale, met en œuvre le projet régional SFISH qui vise à renforcer la coopération régionale et à promouvoir une gestion durable des pêches dans la région. L'atelier d'aujourd'hui qui nous réunit s'inscrit pleinement dans cette dynamique régionale et répond à plusieurs objectifs stratégiques convergentes et essentielles. La validation du plan national de lutte contre la pêche INN en tant qu'outil structurant pour renforcer la gouvernance de la République, du secteur de la pêche en République de Djibouti. Et suivant cette fois le mot du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah Omar, qui s'est exprimé sur les efforts engagés pour renforcer la lutte contre la pêche illicite à Djibouti. Cet atelier s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par le gouvernement de Djibouti en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers pour promouvoir une gestion durable et responsable de ces ressources marines. Il s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional FISH exécuté par le PERSGA avec l'appui de la Banque mondiale visant à renforcer la gestion durable des pêches et la coopération régionale dans la région de la mer Rouge et du Golfe d'Aden. La région de la mer Rouge et du Golfe d'Aden est reconnue à l'échelle mondiale pour la richesse et l'unicité de sa biodiversité marine et côtière. Elle abrite des écosystèmes d'une grande valeur écologique, notamment les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien des ressources halieutiques. Toutefois, cette richesse est aujourd'hui confrontée à des pressions croissantes, notamment la surexploitation des ressources, la dégradation des habitats ainsi que la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Dans ce contexte, la disponibilité de données fiables et actualisées constitue un élément fondamental pour orienter la prise de décision et assurer une gestion durable du secteur. Les travaux que nous examinons aujourd'hui, notamment le plan INN, l'enquête cadre de la pêche artisanale et l'évaluation des stocks halieutiques, représentent des outils techniques essentiels pour améliorer la connaissance du secteur, renforcer les capacités nationales et appuyer la mise en œuvre des politiques fondées sur des données probantes. La pêche constitue à Djibouti un secteur à fort potentiel, porteur d'opportunités économiques, sociales et nutritionnelles. Elle contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement des communautés côtières. C'est dans ce contexte, le renforcement des systèmes de collecte, d'analyse et de gestion des données halieutiques constitue une priorité stratégique pour une gouvernance efficace du secteur de la pêche. Il convient de souligner que ce processus est le fruit d'un travail participatif impliquant les différentes institutions nationales concernées, notamment les administrations en charge de la pêche, de l'environnement et des affaires maritimes, ainsi que les acteurs du secteur de la pêche. Le plan national de lutte contre la pêche illicite et non déclarée, qui vous est soumis aujourd'hui pour validation, constitue une étape stratégique majeure. Et dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités des professionnels de santé, la Société djiboutienne de pédiatrie a organisé une nouvelle session de formation continue dédiée aux soins infirmiers pédiatriques. Réunissant plusieurs dizaines d'infirmiers et d'infirmières à Djibouti, cette initiative vise à améliorer davantage la qualité de la prise en charge des enfants au sein des structures sanitaires du pays. Dans le reste de l'actualité, la population conquise par la 3e édition de la grande chasse au trésor à travers les différents micro-trottoirs réalisés à l'issue de cette 3e édition. Une même impression se dégage, satisfaction, enthousiasme et fierté collective pour plusieurs citoyens
Interrogée, la grande chasse au trésor représente bien plus qu'un simple divertissement. Elle constitue une véritable initiative de valorisation des régions de l'intérieur, offrant aux jeunes un espace d'expression, de dépassement de soi et de travail en équipe. Les participants ont également salué la qualité de l'organisation et l'engagement des équipes mobilisées sur le terrain, tout en exprimant le souhait de voir l'événement se poursuivre et s'élargir davantage lors des prochaines éditions. C'est un jeu qui a énormément attiré les jeunes parce que c'est une compétition et les compétitions souvent ça attire énormément les jeunes. Donc j'aimerais vous dire, voilà, essayez de faire plus, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'était évident. Au Kenya, Kelvin Chesonga a offert au Kenya donc la médaille d'or du 10 000 mètres lors des championnats d'Afrique d'athlétisme au terme d'une finale particulièrement serrée, bouclée en 28 minutes 30 secondes et 44 centièmes. Il s'est imposé de justesse devant l'Éthiopien Eyob Gared, confirmant une nouvelle fois la rivalité intense entre le Kenya et l'Éthiopie dans les épreuves de fond. La conférence sur la migration et l'action climatique tenue à Lagos a appelé à une mobilisation urgente et coordonnée liée aux effets du changement climatique. Fardous Hussein nous en dit plus. S'appelle à une mobilisation urgente face aux déplacements massifs liés au climat en Afrique. Les participants ont souligné que les inondations, la désertification et la montée du niveau de la mer contraignent désormais des millions de personnes à quitter leur foyer et leurs moyens de subsistance, accentuant les pressions sociales et économiques dans plusieurs pays de la région. Ils ont également affirmé que la crise climatique n'est plus seulement une question environnementale, mais un défi humanitaire, économique et sécuritaire majeur, nécessitant coopération étroite entre gouvernements, organisations internationales et acteurs du développement. Et l'OMS intensifie son soutien à la République démocratique du Congo pour contenir une flambée d'Ebola dans le nord-est du pays. La suite dans cette séquence. L'OMS intensifie son soutien à la RDC pour contenir une flambée d'Ebola dans le nord-est du pays. Selon les responsables onusiens, les équipes d'urgence de l'OMS poursuivent leur appui technique et logistique, notamment la propagation du virus, appelant la population à respecter les consignes sanitaires et à coopérer avec les équipes médicales déployées sur le terrain. Et enfin, pour clore ce journal, Donald Trump a agité la menace d'une nouvelle escalade contre l'Iran en publiant un message sur fond de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, tandis que des efforts diplomatiques se poursuivent en coulisses pour tenter de relancer les négociations de paix. 119e jour du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le président américain Donald Trump a publié sur la plateforme Trust Social une image générée par l'intelligence artificielle, le montrant à bord d'un navire militaire avec des bâtiments iraniens en arrière-plan, accompagné du message « C'était le calme avant la tempête ». Dans le même contexte, le premier ministre pakistanais a déclaré au journal britannique The Times être optimiste quant à la tenue d'un second cycle de pourparlers directs entre Washington et des scénarios offensifs inattendus. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.